Aujourd'hui, on répond à la question « Est-ce le bon moment d'investir? » Bonjour et bienvenue à notre 70e web émission où on répond à vos questions. Bonjour Eddie. Bonjour Karine. On a deux questions aujourd'hui, Eddie, et la première, je pense qu'on l'a depuis plusieurs mois, même depuis le début de l'année. Elle nous vient de Robert et il se demande « Est-ce le bon moment d'investir, Eddie? » Je pense qu'on se pose la question considérant les incertitudes et tout ce qu'on vit depuis le début de l'année. Effectivement, c'est une question qui nous est posée régulièrement. Les gens se posent cette question-là peut-être parce qu'ils ont des nouvelles entrées d'argent et ils viennent de vendre leur entreprise, leur chalet, ils peuvent encaisser leur régime de pension. Ils ont peut-être des nouvelles liquidités ou encore ils considèrent transférer leur compte d'un gestionnaire à l'autre. Alors, est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui d'investir? Bien, d'abord, pour répondre à cette question-là, Karine, il faut savoir, il faut discuter de ce qui fait varier le prix d'une action. Tout à fait. À court terme, plein de choses et c'est très imprévisible. Essayer d'investir à court terme et de prévoir ce qui va faire varier le prix des actions, c'est un petit peu futile parce que ça peut être un petit peu n'importe quoi. Donc, c'est la première question à se poser. Robert doit se dire, est-ce que j'investis à court terme? Là, oui, il y a à se préoccuper des fluctuations, puis c'est mieux à ce moment-là de ne pas investir en actions. Si son horizon de placement, justement, est sur 5-10 ans, qu'est-ce qui va faire justement varier le cours d'une action sur 5-10 ans? Ben exactement. Si on investit en action, il faut que ce soit dans une perspective idéalement de 5 ans et plus. Et ce qui va faire augmenter le prix d'une action à long terme, c'est l'augmentation de la profitabilité. Donc, on constate, les études le démontrent, on regarde les performances des entreprises à long terme. Il y a une très forte corrélation entre la croissance du profit par action et la croissance du prix de l'action. Donc, à titre d'exemple, une entreprise qui augmenterait ses profits en moyenne de 12% par année, ses profits par action, sur 10 ans, va avoir triplé sa profitabilité. Et quand on regarde comment le prix de l'action de ces entreprises-là a évolué, bien, on arrive à la conclusion qu'en moyenne, le prix de l'action va avoir triplé dans la même période. Mais Eddie, il faut les trouver, ces entreprises-là. Donc, c'est beau de dire, ah oui, c'est la croissance des profits par action, mais il faut identifier lesquelles entreprises vont justement nous apporter cette croissance-là. Ça, c'est le rôle du gestionnaire. Exactement. Donc, il faut s'assurer que les entreprises vont être en mesure de faire croître ces profits-là. Il faut avoir une bonne stratégie pour les évaluer. Comme ce n'est pas le sujet principal, je vais passer les explications sur la stratégie qu'on applique à l'évaluation des différentes entreprises, mais si quelqu'un voudrait en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, puis on pourra en discuter avec vous. Il faut s'assurer de payer un bon multiple d'évaluation pour chacune de ces entreprises-là, pas payer trop cher, évidemment. Donc, au final, pour répondre à la question, si le gestionnaire fait bien son travail d'évaluation, il le fait de façon continuelle, bien, c'est toujours le bon moment d'investir dans des bonnes entreprises. C'est ce que j'allais dire, on continue une gestion active, donc c'est le bon moment d'investir, c'est le bon moment de continuer aussi à faire notre travail, donc c'est pas le statu quo n'est pas une option, c'est de continuer de choisir justement la composition du portefeuille, d'avoir une bonne qualité dans les entreprises qu'on détient. Oui, exactement. Si le gestionnaire fait bien ce travail-là et qu'il le fait en tout temps, vous devriez détenir en portefeuille uniquement des entreprises qui vont permettre d'obtenir un bon rendement à long terme. Si vous avez des doutes sur votre gestionnaire fait bien ce travail-là, n'hésitez pas là non plus à nous contacter puis on pourra vous aider à y voir plus clair. Chez Médici, ce travail d'évaluation-là, il se fait de façon continuelle. C'est un exercice qu'on va faire systématiquement à chaque semaine, mais c'est un travail de tous les jours. Parfait. Donc, c'est le bon moment d'investir si on a un horizon à long terme. C'est ça que Robert doit retenir. Et si on a une bonne stratégie puis on fait le bon travail. Exactement. Exactement. On a la deuxième question, Karine, nous provient de Chantal. Chantal qui nous pose la question, qui est curieuse d'en savoir plus sur l'acquisition récente de MTY de l'entreprise Barbecue Holding, qui est l'entreprise cotée en bourse. Karine, qu'est-ce que ça fait, Barbecue Holding? Oui, bien, on dit barbecue. Un des principaux concepts de restauration de Barbecue Holdings est Famous Dave. Et son
populaires, je pense, pour leur côte levée. C'est le plus gros concept de Barbecue Holdings. Ils ont environ 300 emplacements. Il faut dire, Eddie, c'est intéressant de parler de cette acquisition-là parce que ça date quand même de Papa Murphy en 2019, où MTY avait acheté le concept de pizza. Leur dernière acquisition majeure. Oui, exactement, à cuire à la maison. Et on connaît tous ce qui est arrivé, qui était difficile pour les restaurateurs, la pandémie, mode gestion de la pandémie, mais l'histoire de MTY, c'est de faire des acquisitions. Donc, il avait fait une pause, puis là, on est content de les voir recommencer à faire des acquisitions majeures. Ils sont contents d'avoir recommencé. Il avait acheté, peut-être ici, vous connaissez Cuto, pas beaucoup de restaurants de tartare. C'était la seule acquisition qu'il avait fait depuis la pandémie, qui est quelques restaurants. Ce qui est distinctif de cette acquisition-là, Eddie, peut-être expliquer un peu aux gens. MTY est un franchiseur, donc les franchisés opèrent les restaurants et ils collectent une royauté, une redevance sur les revenus. Dans Barbecue Holdings, il y a le tiers des restaurants, donc 100 emplacements sur 300, qui sont des restaurants dits corporatifs. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la différence entre les deux, effectivement, le modèle traditionnel du groupe MTY, c'est un franchiseur, donc ils n'opèrent pas les restaurants, puis ils reçoivent une redevance sur les revenus de cette entreprise-là. Ça peut être 4, 5, 6, 7 des revenus. Donc MTY reçoit ces redevances-là, qui sont pratiquement un profit peu. Non? Dans le cas d'entreprises, de restaurants corporatifs, ben là, ils ont une structure en place pour gérer ces différents restaurants-là. Ils ne l'avaient pas précédemment, exact. Et l'entièreté des revenus sont comptabilisés chez Barbecue Holdings et éventuellement MTY. Que l'acquisition va rapporter, dans le fond, autour de 700 millions d'ajouts de revenus, mais ça ne se traduit pas nécessairement au même pourcentage d'ajouts de profit. Effectivement. Barbecue Holdings ont une structure pour gérer l'ensemble de ces restaurants-là. Donc, il y a des gérants dans chacun des restaurants. Il y a une équipe administrative qui chapeaute et supervise ces gérants-là. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus inhabituel chez MTY. Mais qui va être intéressante à suivre par la suite, voir est-ce qu'ils vont faire prendre de l'expansion dans le groupe à cette façon de faire-là, ou comment ils vont gérer ça. On va être curieux de voir ce qu'ils vont faire avec tout ça. Tout à fait. Et aussi, Barbecue Holdings avait développé une stratégie d'acquisition depuis la pandémie. Le concept que je parlais plus tôt, Famous Dave, c'était le seul concept avant 2019. Et là, il y a une stratégie d'acquisition un peu comme MTY, ils se sont bien achetés d'autres bannières. Donc, la diversité aussi de ce qu'ils ont acquis est intéressante, va être intéressante aussi à regarder. MTY va être quand même rendu aussi avec une belle plateforme aux États-Unis. Ils avaient rentré en 2016, ça faisait longtemps qu'ils attendaient d'avoir une plateforme pour rentrer aux États-Unis avec Kahala, avec Cold Stone dans la crème glacée. Et là, maintenant, à peu près 2/3 des emplacements d'MTY seront aux États-Unis. C'est quand même 7000 emplacements là, qui seraient détenus par le groupe là, après la. C'est significatif. Ça commence à être significatif. En termes d'évaluation, MTY, on le sait, ils ont une feuille de route d'acquisition, donc la croissance vient principalement de là et plutôt que de croissance qu'on dit interne. Est-ce qu'on est optimiste là, sur l'environnement d'acquisition et sur l'évaluation de MTY? Parce que lorsqu'elle fait une acquisition, est-ce qu'elle a de la place aussi au niveau de son bilan à acquérir davantage, tu crois, Eddie? Oui, on pense que MTY va être en mesure de continuer à faire ses acquisitions. On a vu aussi une certaine consolidation ou on commence à revoir des transactions au niveau des restaurants. On a vu Recipe Unlimited, qui est le franchiseur des restaurants Saint-Hubert, qui sont très bien connus ici, qui s'est fait acquérir récemment là, par Fairfax, qui veut privatiser l'entreprise. Donc, on pense aussi en même temps qu'il va y avoir une certaine période là, de consolidation puis d'opportunité de faire des acquisitions par MTY. C'était peut-être la première depuis un certain temps, mais on s'attend d'en voir d'autres dans la prochaine année, notamment. Là, on ne serait pas surpris, en tout cas, d'en voir d'autres dans la prochaine année.
Et merci, Elie. Merci, Karine. Merci de nous écouter. Puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez toujours nous les faire parvenir à info@gpsmedici.ca. Merci. Merci.